Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Dernièrement, une idée m'a traversé l'esprit. Et si je changeais de véhicule aménagé? J'ai ce fourgon depuis mai 2017. C'est un Citroën Jumper modèle 2016, aménagé par un industriel allemand, Pössl. Avec l'expérience de ces 7 dernières années, c'est évident qu'aujourd'hui, je ne referai pas les mêmes choix. Pour resituer le contexte, à l'époque, en 2017, je n'y connaissais rien. Toutes les infos qui étaient disponibles, notamment sur le net, sur les véhicules aménagés, étaient beaucoup moins accessibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de l'info, hein. On en a peut-être un peu trop maintenant. Ma première erreur, c'est d'avoir fait confiance à un vendeur de camping-car. Oh là là, l'erreur. Ne faites jamais ça. Un vendeur de camping-car, tout est dit dans le nom. Hein. Vendeur. Le mec, il a fait des études de vente, hein. Donc il peut vendre des casseroles. Vendeur de pâtes à crêpes, tu peux tout dire. Hein. Et aussi d'avoir acheté sur un coup de tête, sans vraiment comparer. En fait, donc, je n'ai pas comparé du tout. Et sans prendre le temps de réfléchir. J'ai été le pigeon parfait. Hein. Ah, le mec, il s'est régalé. Hein. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un énième van tour. J'ai déjà fait moult vidéos sur ce sujet. Du meilleur comme du pire. Pour ceux qui veulent voir ou revoir mes vidéos sur tout l'aménagement intérieur, sur tous les équipements, il y a une playlist qui vient de s'afficher ici. Vous aurez tout, absolument tout, et vous serez incollable sur Michel. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais être clair sur 2-3 petites choses. Je ne suis pas là pour vous dire quel véhicule acheter. Je ne peux pas y répondre, c'est un choix très personnel. Parce qu'il y a autant de véhicules et d'aménagements qu'il y a d'utilisateurs. Et on ne va pas avoir les mêmes besoins si on veut vivre à l'année ou s'évader juste pour un week-end. Et pareil, si on est seul, en couple ou en famille. Trouver son véhicule aménagé, c'est d'abord s'écouter, réfléchir sur ses besoins et ses envies. Je vais donc essayer, dans cette vidéo, de vous partager mon expérience et vous expliquer pourquoi je ferai certains choix. Évidemment, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Certains d'entre vous auront un avis différent, et c'est tant mieux. N'hésitez pas à les partager en commentaire, juste sous cette vidéo. Super Philippe, on vient de faire une super intro, mais on ne l'avait pas enregistré avec le son. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis à plein temps dans ce véhicule aménagé depuis octobre 2019. Il s'appelle Michel. Michel, c'est ma maison, mon bureau, mon principal moyen de locomotion. Oui, parce que j'en ai d'autres, mais tu ne le vois pas forcément dans mes vidéos. Et non, toute ma vie est concentrée là-dedans. Je voyage principalement en France, je vais quasiment jamais dans les campings et encore moins sur les aires de camping-car, juste pour le ravitaillement, pour vider mes chiottes et remplir l'eau. Même si je m'aventure dans des endroits un peu difficiles d'accès, je ne fais pas ce qu'on appelle du off-road. C'est un petit détail important pour la suite, vous allez le comprendre. Alors, on peut dire que je suis autonome, mais en fait pas vraiment, parce que je dépends énormément de l'énergie fossile, comme tout le monde d'ailleurs. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Ah, détail très important, qu'il ne faut pas négliger. Je travaille dans mon fourgon aménagé. Donc tout ce qui est réserve d'énergie électrique et Internet, c'est vraiment ce qui me permet de gagner ma vie sur les routes. Donc autant te dire que sur cette partie-là, c'est quelque chose de très important chez moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, si je devais changer de véhicule, ma première question serait acquérir un véhicule déjà aménagé ou aménager soi-même son véhicule. C'est vrai que sur le papier, aménager son véhicule avec ses petites mains, c'est top. A priori, on économise de l'argent, quoique, ça dépend. Sauf que on oublie parfois que ce n'est pas donné à tout le monde, même si on achète ces guides d'aménagement, qui, pour certains, ont été rédigés par des gens qui donnent des conseils, mais qui n'ont jamais aménagé leur véhicule. Il y en a qui cherchent à faire du pognon, du sol de rien. Moi, je ne me vois pas aménager un véhicule de A à Z dans les règles de l'art. Parce que si on veut bien faire les choses, ça demande de nombreuses compétences. Il faut être menuisier, cuisiniste, électricien, plombier, chauffagiste, et j'en passe. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça s'apprend. Oui, mais j'ai pas l'envie ni la patience. Je m'explique. Ce qu'on vous dit rarement, c'est que se lancer dans l'aménagement d'un véhicule, c'est vrai que c'est super chouette, mais quand même, faut être super motivé et solide mentalement. Parce que ça prend un temps fou et beaucoup d'énergie. Et même si on a tout préparé, tout anticipé, on a toujours des imprévus et des déconvenus. Il faut avoir le lieu et les outils aussi pour travailler dans de bonnes conditions. Tu as pensé à ça? Un autre point auquel on ne pense jamais, certes on économise à faire les choses par soi-même, mais on dépense aussi du temps de vie. On a peut-être autre chose à faire de sa vie que de passer tous ses week-ends à aménager un fourgon, voire des semaines, voire des mois. Il y en a qui mettent 6 mois, il y en a qui mettent presque 1 an. Et je ne vous parle pas de la charge mentale, parce que tu cogites tout le temps, tu penses fourgon tout le temps. En fait, on n'en parle jamais. Vous passez votre temps à voir sur les réseaux sociaux des gens qui ont fait un joli fourgon, qui vous expliquent comment ils ont fait, mais il y en a plein derrière qui échouent parce qu'ils avaient sous-estimé la tâche. Il faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas mon truc d'aménager mon véhicule. Moi, par exemple, c'est pas à mon niveau. C'est pas parce que tu n'aménages pas ton fourgon aménagé que tu es un loser.
Loser. Tu fais pas partie de la van life parce que t'as pas aménagé ton fourgon. Aménagé. Il y a des couples qui se séparent parce que le rêve, eh ben, il s'est transformé en cauchemar. En fait, je préfère bosser, économiser et au final acheter le véhicule aménagé de mes rêves, en fonction de mon budget, évidemment. Par contre, si vous êtes motivé, bricoleur, que vous avez l'endroit et les moyens techniques, allez-y, hein. C'est quand même chouette. C'est vrai que créer quelque chose de ses propres mains, c'est top. D'ailleurs, j'en connais plein des aménageurs artisans qui se sont trouvés une vocation avec l'aménagement de leur premier véhicule. C'est une autre histoire, mais réfléchissez avant de vous lancer, parce que des aménageurs artisans, il commence à en avoir un petit peu beaucoup sur le marché. Si je devais changer de véhicule, donc, ce serait pour un véhicule déjà aménagé, ou partiellement aménagé. Oui, parce qu'il y a quand même quelques petites choses que je sais faire. La pose des panneaux solaires, je sais faire. L'isolation, je sais faire. Certaines petites tâches, je sais les faire. Parlons des véhicules aménagés industriels. Ceux qui suivent ma chaîne depuis le début le savent. C'est sûr que mon prochain Michel sera conçu et réalisé par un artisan aménageur. J'ai un véhicule sorti d'usine. Et quand je vois ce que j'ai dépensé et la qualité du produit, je me dis très clairement avec le recul que ça n'en vaut pas le prix. Et encore, j'ai de la chance, hein. En 2017, je l'ai payé que 43 700 €. Déjà, ça fait mal, ça pique. Aujourd'hui, le même modèle, avec les mêmes aménagements, avec zéro innovation, une isolation toujours inexistante, eh ben, il est annoncé 58 499 €. Quasiment 15 000 € de plus. Et il manque encore plein d'options pour y vivre à l'année. Même quand tu pars en week-end, il va falloir que tu rajoutes plein de trucs dessus. Alors oui, beaucoup d'entre vous, certainement, sont déjà avec leur petit clavier en train de me mettre un petit commentaire en me disant « Oui, mais un véhicule artisan, ça coûte quand même beaucoup plus cher. » Alors oui, mais en fait non. Va falloir vous enlever cette idée de la tête. Je m'explique. Déjà, la première question que je me pose, est-ce qu'il faut les comparer? Parce que très clairement, même si ces véhicules se ressemblent, ils n'ont rien à voir entre eux. Mais rien à voir. Rien à voir! Arrêtez de les comparer! Déjà, un véhicule aménagé par un artisan sera pensé pour vous, avec des aménagements adaptés et de qualité, qui aura une âme qui ne sera pas standard. J'insiste bien sur ces mots, adapté et qualité. Ça, c'est important, ça. Très important. Chez un artisan digne de ce nom, quand tu prendras possession de ton véhicule, tu auras juste à tourner la clé et hop, tu pourras prendre la route. Ce qui n'est pas toujours le cas pour un véhicule sorti d'usine. D'ailleurs, c'est pas le cas du tout. Je peux te le dire, j'ai rajouté un sacré paquet de trucs sur le Michel. Alors oui, en concession, on va te proposer des options, souvent très chères, pour être autonome en électricité par exemple. Mais dans la grande majorité des cas, notamment pour les panneaux solaires, eh ben, ce sera des options qui seront standards et qui ne seront pas pensées pour ton utilisation. Alors, remettons les choses un petit peu à leur place. Il y a des concessions consciencieuses avec des gens compétents. Mais tellement peu malheureusement dans ce milieu. C'est pas elles qui aménagent les véhicules. Elles sont juste là pour vendre. C'est un peu le problème des concessions, c'est qu'on leur impose tout. En fait, ce sont des revendeurs de produits totalement dépendants d'une marque, qui fait depuis des années des produits sans vraiment se soucier du client final. On va faire tel fourgon aménagé, et maintenant tu te démerdes pour le vendre. Mais peut-être que l'aménagement et tout, on s'en fout, ça se vend. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces marques très connues ne font plus de véhicules de loisirs qui sont de qualité et pérennes dans le temps. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai croisées qui avaient des véhicules récents et qui étaient déçus. Des finitions pas finies, des problèmes à répétition, des SAV qui répondent pas présents. N'hésite pas en commentaire à donner ton témoignage. Attention, pas d'injure ni de diffamation, sinon je serai obligé de supprimer ton commentaire. Tous les aménageurs artisans que je connais répondent présent lorsqu'il y a un problème. J'en connais même certains qui sont un peu vexés quand tu reviens parce qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'on a mal fait? Tu devais pas revenir. » Autre point non négligeable, la revente. Un véhicule bien équipé, bien aménagé par un artisan, avec une âme, se revendra toujours mieux qu'un véhicule standard sorti d'usine. Et des véhicules sortis d'usine, ces prochains mois, il va y en avoir quelques-uns à vendre sur le bon coin. Moi je dis ça, je dis rien. Alors, attention, je le reconnais, je vous fais un peu l'apologie des aménageurs artisans. Un peu beaucoup. Mais malheureusement, même dans ce secteur, il y a des charlots. S'il y a bien un truc que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est de prendre le temps de la réflexion et de vous renseigner. Petit aparté, vous l'avez remarqué, je ne parle pas de camping-car. Personnellement, et je le rappelle, ça n'engage que moi, je trouve que c'est un très mauvais investissement. Mis à part quelques modèles des années 80, 90 et certains des années 2000, ça vieillit pas super bien. Mention spéciale pour ceux qui sortent d'usine depuis ces 10 dernières années, qui sont, à mes yeux, des grosses merdes. C'est vrai que quand tu les découvres tout neufs comme ça, il y a de l'espace et du confort. Ça a l'air super chouette, c'est séduisant. Mais ça vieillit super mal. Avec ce gros truc blanc, on oublie la discrétion. Les manœuvres sont parfois difficiles. On ne peut pas aller partout. L'étanchéité se dégrade avec le temps. Et le moindre problème de carrosserie, c'est l'enfer à réparer.
De plus, on ne va pas se cacher que dans certaines régions, et notamment pendant les périodes estivales, on n'aime pas les véhicules aménagés. D'ailleurs, petit aparté dans la petite aparté, plus ça va, plus c'est difficile aussi, même en hiver. Et le camping-car, il est en tête de gondole des véhicules aménagés qu'on n'aime pas. Il a très mauvaise réputation. C'est comme ça. Que veux-tu que je te dise? Oui, je sais, il y a certainement plein de gens qui vont m'écrire en commentaire pour me dire qu'ils sont pas contents de ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Que veux-tu que je te dise? Moi, j'y peux rien. Cette chaîne, elle n'est pas là que pour vous vendre du rêve. Elle est pour vous donner aussi un état des lieux, une réalité de cette vie nomade. Et pas que nomade d'ailleurs. Même les gens qui partent en week-end, ils le voient. Alors aujourd'hui, avec mon expérience, quelles seraient les caractéristiques indispensables de mon prochain véhicule? Alors aujourd'hui, avec mon expérience, quelles seraient les... Alors aujourd'hui, avec mon expérience, mais comme tu viens de voir la scène juste avant, tu connais la question. Donc pourquoi je le répéterai, puisque tu sais déjà ce que je vais dire. Même si c'est très agréable à regarder, ou à posséder, ou à conduire. Même moi, parfois, quand j'en vois un, je dis « Ah, ce serait cool d'en avoir un ». Je ne voudrais pas d'un véhicule original où tape à l'œil. Je m'explique. Pour connaître des gens qui en ont, il y a toujours du monde autour pour admirer la bête et qui veulent se taper la discute. Alors que les choses soient claires, hein, je ne juge pas, hein, je comprends. Il y a plein de propriétaires qui adorent partager leur passion, et c'est tant mieux. Personnellement, j'ai pas envie que ma maison soit un objet de curiosité, et qu'on tourne autour, voire qu'on regarde à l'intérieur. J'ai des amis à qui ça arrive très souvent. T'es à moitié à poil dans ton véhicule, que t'as des gens qui viennent se coller à la fenêtre comme ça. Oh ben, il y a quelqu'un à l'intérieur! Alors, pour certains, ça peut paraître un peu étrange comme réaction, parce que j'expose une partie de ma vie sur YouTube. Je ne montre pas tout. Dans la vraie vie, j'aime la discrétion. Et un véhicule comme Michel, ce qui me plaît, ils se font dans la masse. Il y en a plein des comme lui. Alors oui, il n'a pas de personnalité. Je ne veux surtout pas d'un véhicule avec beaucoup d'électronique embarquée. Oh, que surtout pas. Et si possible, sans l'AdBlue. Mais quel ce truc? L'AdBlue. Parce que tout ça, à mes yeux, ben, c'est des problèmes en plus. Moi, j'ai la chance sur ce véhicule, ça doit être le dernier où j'ai pas l'AdBlue ou l'AdBlue. Je sais pas comment on dit. Quand je vois tous mes potes qui ont ces problèmes avec ce système-là, waouh! Bon, ça veut dire dans l'absolu, pas de véhicule récent. Bon, en même temps, faut jamais dire jamais. Le jour où ça viendra, ben, je prendrai la décision. Véhicule d'occasion ou véhicule neuf. Ce qui est bien avec les véhicules d'occasion, c'est qu'on a du recul sur eux. On connaît donc leurs faiblesses et leur fiabilité sur le long terme. Un mauvais porteur, c'est beaucoup de frais en plus. Et moi, j'aime pas trop dépenser d'argent. J'aime bien quand c'est bien fait, bien entretenu, mais avoir des mauvaises surprises, ça c'est pas mon truc ça. Je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Alors certains me diront « Ah oui, mais avec un véhicule trop vieux, tu ne pourras pas aller en ville. » Je m'en fous moi. En fait, j'y vais jamais en ville avec mon fourgon. Jamais. Mais c'est vrai que ces restrictions qui vont arriver ces 10 prochaines années, il faut se poser la question sur l'avenir de ce mode de vie. Aujourd'hui, je roule avec un véhicule limité à 3,5 tonnes. Et ça me va très bien. Certains y verront une contrainte. Personnellement, ça me permet de me limiter et de ne garder que l'essentiel dans mon véhicule. Plus tu peux cumuler et plus tu as plein de trucs inutiles avec toi. On en parlera un peu plus tard des véhicules qui dépassent le 3,5 tonnes. Au moment où je tourne cette vidéo, pour moi, le fourgon est le meilleur compromis. Il est relativement compact, mais je n'irai pas au-delà des 6 mètres de long pour des questions de manœuvrage, et vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, pourquoi je veux pas que ça soit trop long. Je trouve qu'un fourgon comme celui-ci, c'est polyvalent. Je peux aller n'importe où. Alors évidemment, c'est pas un 4x4, hein, mais bon. Il a suffisamment de volume pour me sentir bien à l'intérieur. Je tiens debout, très important, l'hiver et les jours de pluie. Petit aparté, oui, encore une. Et si finalement je passais au 4x4? C'est tentant, hein. C'est vrai que sur le papier, ça me permettrait d'aller dans des endroits aujourd'hui inaccessibles avec mon fourgon. Petit aparté dans la petite aparté. Ce qu'on appelle le off-road, le 4x4 est lui aussi en train de connaître ce qu'on appelle un phénomène de mode, comme ce qu'on a connu ces dernières années avec le véhicule aménagé. Et dans certaines régions, là aussi, il commence à y avoir des restrictions. On ne peut plus aller où on veut. Donc ne croyez pas que vous aurez plus de liberté si vous achetez un 4x4. Non. Fin de la petite aparté dans l'aparté. Soyons pragmatiques. D'abord, l'argent. Avoir un 4x4, ça coûte un peu de pognon. Est-ce que j'ai envie de dépenser mon argent dedans? Sachant que si je reste en France ou une partie de l'Europe, je vais passer une grande partie de mon temps sur des routes qui sont finalement accessibles avec un fourgon comme mon Michel. Et au-delà du prix d'achat, est-ce que j'ai envie d'augmenter le coût d'entretien, ainsi que la consommation et les pneus, etc. J'aime bien avoir un train de vie au plus bas. Par contre, c'est vrai que si je bouge dans des pays qui nécessitent l'utilisation d'un 4x4, oui, là, l'investissement en vaudra la peine. Quoique, je connais des gens qui ont été en Inde avec un Renault Master. J'ai même une copine qui est allée au Sénégal avec un cousin de Michel, qui était moins bien équipé que le mien. Je vais quand même pas acheter un 4x4 juste pour frimer sur les réseaux sociaux. Non, faut que j'en ai besoin quand même.
Bon, j'avoue, j'ai commencé à me renseigner sur les véhicules 4x4. Et je me suis dit que si je devais changer, et au vu des modèles qui sont disponibles en moins de 3 tonnes 5, je me suis dit, quitte à changer, quitte à viser du lourd. Dès qu'on veut quelque chose de solide, d'habitable et d'efficace, on est vite au-delà de la limite autorisée des 3 tonnes 5. Sans avoir un truc énorme, autant passer dans une autre dimension. Côté aménagement intérieur et commodité, il y a quelques points sur lesquels je serai intransigeant. Ce qui est vraiment confortable et agréable dans ce véhicule, ce sont les ouvertures. Il y en a partout. J'aurais vraiment beaucoup de mal à vivre dans un fourgon aménagé avec seulement des lanterneaux sur le toit. Je pense que je serais claustrophobe à être enfermé dans un van entre 4 murs ou 3. Ça dépend si on a dégagé ou pas l'avant du véhicule ou pas. Il faut que quand je suis dans mon fourgon, je vois à 360 degrés. La nuit, mes occultants, ils sont toujours ouverts. Je vois ce qui se passe dehors. Je vois arriver le danger. On n'a pas peur, mais on est prévoyant au cas où. Tel qu'il est agencé aujourd'hui, ça me va très bien. Les meubles, ça va encore. Les charnières... Côté rangement, il en faut beaucoup. Sur mon prochain véhicule, je serai hyper rigoureux là-dessus. Chaque centimètre carré sera optimisé. Les sièges pivotants à l'avant, indispensable, parce que ça permet d'optimiser et de gagner chaque centimètre carré habitable dans mon fourgon. Je ne serai pas contre une nouvelle disposition. Par contre, il me faudra impérativement, comme c'est le cas ici, d'une salle d'eau. À la fois, évidemment, pour les toilettes, mais aussi pour prendre une douche. Ceux qui vivent dans leur véhicule à l'année le savent. L'humidité, ça peut vite être un problème. Et avoir une salle d'eau, c'est un bon moyen d'éviter que l'humidité se propage dans le fourgon. Avec évidemment une fenêtre et un lanterneau pour bien ventiler. Autre détail non négligeable, quand tu reviens d'une balade et que tu t'es pris la pluie, les vêtements mouillés, tu les mets dans la salle d'eau. Et hop, le tour est joué. Ça sèche et pas d'humidité dans le véhicule. Je peux te dire qu'à certaines périodes, surtout l'hiver, l'humidité, c'est la guerre. T'as intérêt de le ventiler régulièrement ton véhicule. Toilette sèche, toilette chimique, je sais pas. J'avoue, aujourd'hui, avec le recul, je suis indécis. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Oui, j'ai une petite fascination pour le couple royal. Non, c'est pas vrai. Je suis très fier de ma tasse. Très fier de ma tasse. Si on parle d'isolation, qui manque cruellement dans ce fourgon, puisqu'il n'y en a pas, moi je ferai le choix de l'Armaflex. Tellement simple à mettre. Liège projeté, biofibre, c'est super sur le papier, mais c'est beaucoup de contraintes d'installation. Puisqu'on parle de chaleur intérieure, actuellement j'ai un Truma Combi qui fait à la fois eau chaude et chauffage. Alors, ça fonctionne super. Mais sachez qu'on peut trouver des alternatives bien moins chères et tout aussi efficaces. Il y a l'autotherme, anciennement Planard pour le chauffage. Truma fait aussi des boilers, des chauffe-eau. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va vous coûter un billet, mais bien moins cher qu'un combi. Vous allez gagner facile 1000 à 1500 €. Et puis, s'il y en a un qui tombe en panne, ça n'affectera pas l'autre, contrairement au Truma Combi, puisqu'il fait les deux. Chauffe-eau, chauffage. Par contre, je serai plus alimentation gaz plutôt que diesel. Parce que ça fait plus de bruit et puis ça pue. Et évidemment, qui dit gaz dit GPL. Je suis au GPL déjà depuis quelques années et je trouve ça hyper efficace et en plus économique. Parce que là, quand tu vois le prix d'une recharge de bouteille de gaz, waouh! Là, je paye mon litre de GPL entre 92 centimes et 1,05 €. Ça dépend des stations. Il y en a de plus en plus dans les grandes surfaces. Ça, c'est une bonne nouvelle. Côté alimentation en eau, il va falloir m'expliquer ce système de vase d'expansion, qui me semble, pour ce que c'est, bien cher, encombrant et technique. Je vis dans un fourgon aménagé avec une pompe 12 volts, et ça fonctionne très bien pour faire la vaisselle et prendre sa douche. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Par contre, et ça va être un petit placement de produit, j'ai un tank au 3. Ah oui, il y a 2-3 petits trucs qui ont changé là. Ok, moi j'ai l'ancienne version, mais c'est la même. Avec cette petite merveille, je maintiens mon eau potable. Et petite cerise sur le gâteau, je n'ai pas le goût de la cuve dans l'eau. Ça c'est le luxe. Oui, parce que je bois l'eau de ma cuve depuis plus de 5 ans. Un nettoyage tous les 6 mois. Et ça le fait. Est-ce que je vais pouvoir te le montrer? Je vais pas te l'ouvrir quand même parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Par contre, je peux te montrer la tête. Ça, c'est la tête. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment ça marche. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un osmoseur qui produit de l'ozone dans votre cube. D'où le nom Tanko 3. Alors attention, c'est pas un filtre. Ça permet de maintenir l'eau potable. C'est très efficace l'été, notamment pour éviter la prolifération des bactéries dans l'eau. Et aussi pour enlever le goût de la cuve. Mais ça, je l'ai déjà dit. Inutile de vous dire que je suis fan et que je le recommande. Et je suis très content d'être ambassadeur de la marque. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. C'est top de chez top. J'ai même fait une vidéo complète sur le Tanko 3. J'explique tout. Si ça vous intéresse, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Il y a même un code promo qui vous permet d'avoir un petit avantage supplémentaire. Côté cuisine, pas sûr que dans mon prochain fourgon, j'aurai un frigo. Je m'explique. Le frigo que j'ai actuellement, qui est un Trimi qui fait 12 volts, gaz, 220 volts, je trouve que ça prend beaucoup de place pour ce que c'est. Je serais plutôt sur une glacière un peu améliorée,
moins encombrante. Par contre, je voudrais avoir une vraie cuisine. Par exemple, la Tedford Triplex. C'est un petit billet certes, ça prend de la place, mais c'est autre chose que ce système de gaz à 2 balles dans mon fourgon. Côté autonomie électrique, pareil. Ça fait partie des trucs qui coûtent un billet, mais pas de compromis là-dessus. Avec mon activité, j'ai besoin de quelque chose qui tienne la route. J'ai de la batterie lithium, j'ai des panneaux solaires et ça recharge même quand ça roule. Pour ce qui est des batteries lithium, c'est un investissement, certes. Quoique, les prix ont vachement baissé. Lorsque vous vivez un plein temps dans votre véhicule, j'ai envie de vous dire, c'est indispensable. On peut faire des décharges profondes et c'est léger. Très souvent, les gens négligent cette partie et pourtant, c'est très important. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que des vidéos, j'en ai fait plein. Il y a un lien qui vient d'apparaître ici. Vous aurez la playlist avec tout ce qui concerne l'autonomie électrique. Et si vous ne l'avez pas là, il est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, on est d'accord, les panneaux inclinables, ce serait super, surtout l'hiver. Mais voilà, c'est en termes de logistique un peu compliqué à faire et puis aussi, ça pèse du poids. Je suis un obsédé du poids, moi. Moins de 3,5 tonnes. Comme je suis un gros consommateur d'énergie, malheureusement, le solaire, l'hiver, ne suffit pas. On est au mois de février et en ce moment, l'ensoleillement, il n'est pas top. Donc, je suis obligé d'utiliser le groupe électrogène. Il est indispensable. Notamment les fois où je veux rester pendant plusieurs jours sur le même spot. Comme ici, là, en ce moment, je suis sur un super spot. J'ai décidé d'y rester 4 ou 5 jours. Forcément, j'ai pas envie de démarrer le fourgon juste pour recharger la batterie. Donc, j'utilise le groupe électrogène. Si toi aussi, tu veux vivre à plein temps dans ton véhicule et que tu es un gros consommateur d'énergie, faut que tu y penses à ça. Pour mon travail, je dois être connecté. Ça veut dire qu'il me faut une connexion Internet fiable et de qualité en toutes circonstances. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai un routeur double SIM avec 2 opérateurs différents et une antenne fixe. Je suis en 4G. 4G+++++++. C'est comme si j'avais une box à la maison. L'intérêt de ce système, c'est que je suis très rarement en panne d'Internet. Ça marche super bien. Alors, si je devais repenser mon installation, même si je suis pas fan du personnage, faut bien avouer que le système Starlink semble très intéressant pour nous les nomades, même si c'est un gros consommateur d'énergie. Les prix commencent à devenir compétitifs. Après, je sais pas, parce que ça m'ennuie un peu tous ces satellites au-dessus de ma tête. Je verrai au moment de changer de véhicule, en fonction de mes prochaines destinations. Pour l'instant, la solution actuelle me va très bien, même si ça coûte plus cher que du matos Starlink. On laisse passer l'avion. L'hélicoptère. En plus, il va pleuvoir. Ça y est. Allez, c'est parti. Pour terminer la série des équipements indispensables, est-ce que mon doigt est au bon endroit? Sur mon fourgon, à l'arrière, j'ai des coussins pneumatiques. Alors ça, c'est clair que mon prochain véhicule en sera équipé. C'est obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour être technique, c'est mis à la place des butées de suspension. Ça permet de soulager les suspensions de mon fourgon. Ça évite justement qu'elles ne vieillissent trop vite. Ça permet d'avoir un confort de conduite et d'améliorer la tenue de route que quand tu as essayé ce système-là, tu reviens plus en arrière. Jamais. Garanti. Ah oui, parce que tu retrouves tes suspensions en fait. Nos véhicules, même si on respecte le 3,5 tonnes, ils sont bien chargés à l'arrière. Autant te dire que quand tu prends des ronds-points, tu sens que ça... Petite cerise sur le gâteau, si ça penche un tout petit peu, je peux ajuster, rien qu'avec l'arrière du véhicule, le niveau. Rarement maintenant je sors mes cales. Ça c'est confortable. T'imagines même pas. Moi je suis un dingue. Je veux que quand je me pose sur un spot, ça soit droit, ça soit de niveau. Parce que c'est insupportable d'être penché. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur les suspensions pneumatiques. Le lien vient de s'afficher. Le lien vient de s'afficher là, ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. Et d'ailleurs, toutes les infos à chaque fois sont dans le descriptif de cette vidéo. Et puisqu'on parle de l'arrière de mon véhicule, et toujours dans mon top des équipements indispensables, voici l'équipement top génial dans ma liste des trucs indispensables à mettre sur mon véhicule aménagé. Il est pas beau? Lorsqu'on est nomade à plein temps, on essaye toujours d'optimiser son espace. Et en plus, dans la partie habitable, on n'a pas envie d'avoir des trucs sales et qui puent. Comme par exemple le groupe électrogène, ou l'essence, ou les deux. C'est pour ça qu'un porte-matériel, à mes yeux, est indispensable. En plus, celui-là, il est parfait parce que tu peux le customiser, tu peux le personnaliser en fonction de tes besoins, de tes envies. Ah ouais, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, j'ai mis sur mon lit ma voile de parapente à prendre un peu l'air. On va fermer là. Attention. Je ne vais pas trop vous en parler parce que très bientôt, je vais vous faire une vidéo complète sur ce produit et sur la SCEP aussi. Alors oui, je sais, ceux qui me suivent depuis longtemps, les abonnés fidèles, me diront que j'avais déjà un porte-vélo que j'avais équipé
en porte-matériel, avec une caisse. Oui, mais un porte-vélo, c'est pas un porte-matériel. La répartition des charges n'est pas la même. En fait, au fil du temps, j'avais plus besoin d'un porte-matériel que d'un porte-vélo. Je l'ai depuis peu, donc je suis en phase de test. Tous les petits essais et l'usage au quotidien sont très concluants. Et vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Ouais, je vais pas tout vous dire là maintenant. J'ai envie de te dire, abonne-toi et active la petite cloche. Et un petit commentaire aussi. Château les algorithmes. Ben, vous l'avez peut-être déjà compris, mais mon Michel, je vais le garder. Parce que, en préparant cette vidéo, même si je suis pas très matérialiste, ben, je l'aime quand même, mon Michel, parce qu'il fait partie de l'aventure voyage-voyage. Et même si l'aménagement intérieur n'est pas top, qu'il a de gros défauts, le porteur est plutôt pas mal. Il répond à tous mes critères. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de mauvaise surprise mécanique. Ce véhicule ne me coûte pas cher en entretien. Aujourd'hui, il est super équipé. Et puis, j'ai pris mes habitudes avec lui. Alors oui, j'aimerais avoir un véhicule aménagé par un artisan. Avec une âme, avec une isolation. J'y ai pensé de changer tout l'intérieur. Ce sera peut-être le prochain grand changement, qui sait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous apporte quelque chose. Dites-le en commentaire, juste sous cette vidéo. J'aime bien avoir des retours constructifs sur ce que je vous propose. Pensez à liker cette vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ciao! Peut-être aller faire une balade là, parce que j'ai trop envie de me balader, je suis trop enfermé dans mon fourgon. Je vais me balader sur l'avenue, dans la forêt, à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, à midi, à minuit, non, au soleil, c'est... Allez.